Bonsoir. Les écoles de Novo-Plaine, à Conakry et sur tout le pays, les cours ont repris au secondaire. Fini la crise entre enseignants et gouvernement. Nous irons dans certaines écoles de la capitale pour voir comment la reprise se fait. Plus loin à New York, le programme Beijing est en évaluation. Qu'est-ce que c'est et à qui il est destiné? Notre équipe est sur place. Les détails dans un instant avec Fatoumata Samoura, notre correspondante aux États-Unis. Et puis soulagement des paysans de Mandiana, ils reçoivent des milliers de tonnes de semences pour dynamiser la production agricole. Diamo Kaba est notre envoyé spécial, il nous en dira plus dans ce journal. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Commençons avec ce message du président de la République à son Excellence, M. Vladimir Poutine, président réélu de la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président et chers amis, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations, ainsi que celles du gouvernement et du peuple de Guinée. En portant son choix nouveau sur votre personne, le peuple russe a décidé de demeurer résolument sur la voie de la poursuite de votre programme de développement et de la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de multilatéralisme que vous incarnez et qui garantissent le rayonnement de votre grand pays sur la scène internationale. Je saisis également cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous pour la consolidation et la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. En vous souhaitant plein succès dans vos hautes et exaltantes fonctions, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers amis, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 19 mars 2018, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ce qui concentre l'attention ce soir, reprise des cours dans les écoles du pays sur fond de rattrapage après des semaines de grève pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, c'est fait. Et à Conakry, plusieurs écoles ont fait le plan, comme le montre ce reportage de Bernard Tonguino et Mamaïsata Kamara. Après quelques semaines d'arrêt de cours, les élèves ont repris le chemin de l'école. Ce lundi, l'engouement est visible dans les écoles. Dans cet établissement, par exemple, les salles de classe sont remplies. Ces élèves se réjouissent de cette reprise et comptent rattraper le temps perdu. Un mois de retard à la maison, ça fait très mal. Aussi qu'aujourd'hui, on est très content de reprendre les cours et aussi on va essayer de bousculer les professeurs à reprendre les cours de rattrapage. On doit rattraper les cours perdus parce que si on ne rattrape pas les cours perdus, par exemple, je fais la deuxième, arrivée à la terminale, ça jouera sur moi, donc je dois suivre et comprendre les cours perdus. Les perturbations qui ont secoué le système éducatif ont fait perdre plus d'un mois de cours. Les enseignants se disent déterminés à accélérer l'exécution des programmes pour être dans le temps. La grève des enseignants a presque soustrait 2 mois. 23 jours la première grève, cette fois-ci ça fait, on peut dire 1 mois, 1 semaine, donc ça fait dire en totalité 2 mois. Donc une perte de 2 mois, classe d'examen, ça c'est une grande perte. On leur demande non seulement de trouver un plan, d'abord la direction, mais aussi principalement le ministère. Pour se rassurer de la reprise effective des cours, une mission d'inspection est déployée sur le terrain. Le directeur communal de l'éducation de Matoto a fait le tour de certaines écoles. Au niveau de la DCE, nous avons organisé des équipes de sortie qui devaient se rendre dans toutes les 17 DSCE et voir réellement comment les choses se passent. Nous avons pensé qu'il faut d'abord inviter les acteurs, c'est-à-dire les chefs d'établissement et les professeurs, à une harmonisation des activités. Donc ensemble, ils vont prendre des dispositions pour rattraper les cours. Aujourd'hui, la crise derrière eux, enseignants et élèves s'engagent dans un nouvel élan. Pour permettre d'achever les programmes scolaires, beaucoup s'attendent à un léger décalage du calendrier des examens nationaux, initialement annoncé pour le mois de juin.
Comment adapter le modèle de la démocratie occidentale aux réalités africaines? La question mobilise de nombreux communicateurs traditionnels guinéens pendant que le regain de violence dans le pays inquiète de nombreux observateurs. Maurice Sidibé. Les communicateurs traditionnels des 33 préfectures du pays et des 5 communes de Conakry se retrouvent pour leur assemblée générale reportée à plusieurs reprises à cause des violences dans la capitale. Ce rendez-vous est un espace privilégié pour ces agents stabilisateurs du pays pour approfondir la réflexion sur les mécanismes permettant une sortie définitive des crises politiques en Guinée. Notre pays traverse une crise politique qui s'éternise, mais surtout qui prend des dimensions qui nous inquiètent. Il n'y a pas de moule universel pour la démocratie. Ça, il faut que les Guinéens se disent une fois pour toutes que ce qui est valable peut-être au Japon n'est pas valable ici et vice-versa. Ce qui est valable ici n'est pas forcément valable aux États-Unis. La réalité d'ailleurs, c'est que dans les pays européens comme ailleurs, comme en Asie, les gens ont accommodé les principes de base de la démocratie à leur culture. Il nous faut faire la même chose en Guinée. L'une des pistes de solutions qui semble faire l'unanimité, aller désormais vers la démocratisation du pays en tenant compte des valeurs et réalités sociétales de la Guinée. Un point crucial, considéré comme une nécessité urgente pour faciliter le développement socio-économique du pays. De jour en jour, nous sommes en perte de ces valeurs qui ont assuré la stabilité et la cohésion de nos sociétés, de nos peuples au temps des empires. C'était de grands empires où il n'y avait pas de police et de gendarmerie, mais pourtant la cohésion était assurée. Les valeurs qui ont permis cette cohésion, cette stabilité, sont aujourd'hui, au nom de la mondialisation et de la modernité, sont aujourd'hui en désuétude. C'est imputable à l'introduction sans discernement de certaines valeurs, de certains courants de pensée dont on n'a pas su assurer la très grande adaptation à nos réalités sociétales. J'inviterai tout le monde à soutenir cette rencontre, ce réseau, pour que, à travers nos moyens passés, à travers nos structures passées, qu'on revalorise les méthodes qu'on utilisait pour maintenir la paix dans le pays. Cette initiative du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix et des communicateurs traditionnels de Guinée va se poursuivre jusqu'au 21 mars 2018. Francophonie, le monde célèbre ce mardi la journée internationale de l'institution, la langue française, notre trait d'union pour agir. C'est ce que développe dans cet extrait que nous vous proposons Michael Jean, secrétaire général de la Francophonie. Suivez. La langue française retrace la géographie du monde en créant des liens choisis entre des peuples des déserts et des rizières, des îles et des continents, des forêts boréales et tropicales, des plaines et des montagnes, des peuples qui, sans elles, ne se seraient peut-être jamais rencontrés et qui, ensemble, peuvent témoigner de l'état de la planète. La langue française brave également les frontières, défie les distances, en nous invitant à transcender nos différences et nos divergences. Au nom d'une vision partagée pour un humanisme partout rétabli avec dignité, dans le respect des droits et des libertés. Au nom d'une vision partagée de notre destinée humaine, qui ne pourra s'épanouir pacifiquement que dans un environnement mondialisé plus équitable, plus démocratique, plus respectueux du bien commun de l'humanité. La langue française ne dit pas seulement le monde qu'elle veut dès aujourd'hui pour demain. Elle préside à toutes les initiatives, toutes les stratégies, toutes les solutions que nous mettons en œuvre ensemble sur le terrain pour concrétiser ce projet à l'échelle des 5 continents. La langue française est notre trait d'union pour agir. Agir sans complexe, en investissant en français avec toujours plus d'audace et de fierté tous les champs de l'activité humaine, la gouvernance démocratique, l'éducation de base, la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur et la recherche, les industries culturelles, les médias, l'économie et l'entrepreneuriat, le numérique et l'innovation technologique, le développement durable. Agir en s'entraidant solidairement, fraternellement, pour briser les solitudes générées par l'indifférence et l'égoïsme. Agir en dialoguant avec
tous les partenaires, les États et gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, les institutions financières, les agences de développement, les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, pour mieux construire ensemble, au plus près de la diversité des réalités du terrain et des attentes exprimées. Agir en partageant nos expériences, nos réussites, nos expertises qui irriguent tout l'espace francophone. Nous avons encore tant à apprendre les uns des autres. Agir en parlant d'une voix forte pour dénoncer les dérives de la mondialisation, la violation des droits et des libertés, particulièrement des femmes, les appels à la haine et au rejet de l'autre, l'obscurantisme et la terreur. Alors, saisissons l'occasion de cette journée internationale de la francophonie pour réaffirmer avec vigueur et détermination notre volonté d'agir toujours plus et toujours mieux ensemble au nom de l'idéal qui nous unit. Pendant ce temps, à Conakry, la Guinée manifeste son attachement aux valeurs de la francophonie. C'est le ministre d'État garde des Sceaux qui porte la voix du gouvernement. Écoutons Cheikh Sako au micro de nos reporters. Cette langue qui nous unit dans nos diversités nous permet de transcender les frontières et de nous retrouver autour des valeurs universelles. Au-delà de notre histoire, de notre culture et de notre religion. Mais plus qu'un moyen de communication, la langue française est devenue au fil des ans un instrument de coopération et de progrès économique et social à travers le cadre institutionnel qu'est l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, par sa vitalité et son dynamisme, la francophonie s'est élargie et s'est adaptée au bouleversement géopolitique pour devenir un acteur incontournable sur la scène internationale. Elle est présente à tous les rendez-vous de l'histoire. Elle exprime à ces occasions la vision francophone sur les questions qui interpellent la communauté internationale. Elle est de tous les combats pour faire de notre monde un monde de prospérité, de liberté, de dignité, d'égalité et de paix. L'Organisation internationale de la francophonie participe activement aux instances internationales où elle porte le plaidoyer énergique de la francophonie sur les questions de développement durable, de changement climatique, de biodiversité, des énergies renouvelables, des financements innovants et du commerce international. Elle s'implique dans les actions de maintien de la paix, de l'alerte précoce, du règlement pacifique des conflits, de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Dans l'ensemble de ces actions, elle accorde une attention particulière à la promotion de la jeunesse et à l'émancipation des femmes. Conformément à la stratégie jeunesse de l'Organisation internationale de la francophonie, elle agit pour et avec les jeunes afin qu'ils soient des acteurs de paix, de développement et d'innovation. Avec conviction et fermeté, elle défend le droit des femmes à l'éducation, la formation, l'emploi, l'autonomisation et l'égalité en droit sur le plan politique et socio-économique. C'est pour réaffirmer ces valeurs qu'elle a organisé une conférence internationale des femmes de la francophonie à Bucarest, en Roumanie, les 1er et 2 novembre 2017. Par ses actions et ses interventions, au plan politique, économique, social, culturel et numérique, notre organisation est aujourd'hui une force de proposition, de mobilisation et d'action. La famille francophone a permis aux différents États qui la composent de parler le même langage en se concertant pour agir solidairement pour une mondialisation à visage humain et un développement maîtrisé. Chers compatriotes,
À l'occasion de cette fête anniversaire, je voudrais réaffirmer l'attachement de mon pays aux idéaux qui ont conduit à la création de notre institution et qui justifient pleinement l'adhésion de la République de Guinée à l'Organisation internationale de la francophonie en 1981. C'est le moment d'exprimer toute notre reconnaissance pour toutes les actions initiées et les efforts fournis par la francophonie en faveur de notre pays. Notre engagement pour accroître son rôle et son importance du point de vue institutionnel et dans la promotion de la langue française est sans faille. La tenue à Conakry des 46e assises de l'Union de la presse francophone du 20 au 25 novembre 2017 sous la présidence de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, et des séances de formation des formateurs en langue française initiées pour le renforcement des capacités des enseignants et des étudiants en français qui se déroulent du 25 février au 20 mars 2018 à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en sont la preuve éloquente. Enfin, je voudrais, au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, réaffirmer une fois encore à Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la volonté de mon gouvernement de s'investir pleinement pour faire la francophonie un espace de tolérance, de respect, de la diversité, de l'acceptation de l'autre, dans la fraternité et la solidarité. Arrêtons-nous à New York. Je vous l'annonçais en titre. Les travaux de la 62e session de la Commission de la condition de la femme se poursuivent. L'occasion pour la CEDEAO de faire le point sur la mise en œuvre du programme de Beijing. Qu'est-ce que c'est? Pour qui est-il conçu? Élément de réponse dans ce reportage de Fatmata Samoura. C'est une rencontre statutaire qui se tient chaque année en marge de la session sur la condition de la femme. Elle réunit les ministres ouest-africaines en charge de la femme. C'est dans le but de mesurer les avancées réalisées par les pays, surtout dans la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Convoquée par la CEDEAO, cette concertation a permis des échanges d'informations sur les bonnes pratiques en matière de promotion et de protection des droits humains de la gente féminine. Cette rencontre aujourd'hui était portée essentiellement sur les échanges BCIN parce que le centre de la CEDEAO et du développement du genre a appuyé ces pays, les filières techniques et de la technologie. Le centre de la CEDEAO répare, c'est-à-dire appuie le gouvernement pour réparer et pour réinsérer, comme on appelle ça, ces filles porteuses de fistules au sein de leur communauté. C'est vrai que toutes les bonnes lois sont votées chez nous en Guinée. C'est vrai. Certaines sont pratiquées, mais il y a beaucoup d'autres qui sont dans les tiroirs. Nous, à l'Assemblée, notre souci majeur, c'est de faire sortir ces lois-là dans les tiroirs pour qu'elles soient appliquées pour le bonheur de la femme guinéenne. Adoptée en 1995 en Chine par les représentants de 189 gouvernements, la déclaration et le programme d'action de Beijing consacrent l'égalité des sexes. 23 ans après, l'on constate des progrès significatifs dans les domaines de la scolarisation des filles et la participation des femmes au monde du travail. Cependant, des femmes sont toujours discriminées et leurs droits continuent d'être bafoués un peu partout dans l'espace CEDEAO. Le feu a fait des ravages ce samedi au marché Madina. Des dizaines de magasins sont totalement brûlés. 2 jours après l'incendie, c'est encore un cauchemar pour certains commerçants. Mais dans la zone, les risques d'un tel ravage sont visibles. Vous allez le voir, la plupart des installations électriques sont faites de façon clandestine. Et sur place, on craint d'éventuels brasiers. Alpha Isiagaba Algassimouba. Nous
Nous sommes en plein cœur du plus grand centre de négoce du pays. Ici, il est difficile de circuler. Les étalagistes et autres marchands ambulants règnent en maître absolu, ça et là. Des conteneurs de tout genre également implantés rendent l'accès difficile. Pourtant, ce marché Madina était l'un des plus lotis suivant le plan d'urbanisation de la ville de Conakry. Vous avez vu la configuration de Madina aujourd'hui. Nous étions jeunes, étudiants collégiens. Madina était aérée. Il y avait un jardin public ici, en face, là où on est en train d'ériger un grand bâtiment. Il y avait la poste, il y avait les banques, il y avait la gare routière de Kindia, de Koya, ici. Et le Madina, le marché était aéré, on pouvait y accéder facilement. Aujourd'hui, impossible d'accéder à Madina. Tout est pêle-mêle, tout est occupé sens dessous, sens dessous. Hier, il a fallu vraiment beaucoup de courage, beaucoup de détermination des sapeurs-pompiers pour accéder à l'intérieur. Au marché Madina, tout comme les autres marchés publics du pays, l'occupation anarchique des chaussées et artères est devenue le sport favori des usagers. À cela s'ajoute le mauvais branchement des câbles électriques. L'incendie du samedi en est une parfaite illustration. Il y a plus de 187 marchés publics, qu'on appelle marchés pauvres, qui existent dans Conakry. Mais jusqu'à présent, la demande est forte. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas pu prendre des initiatives majeures par rapport à cette agglomération. Pour rappel, une opération de déguerpissement avait été engagée par les autorités de la ville, mais sans succès. Aujourd'hui, des campagnes de sensibilisation sont annoncées afin d'éviter des drames et tragédies dans ce plus grand marché du pays. Comment renforcer la coopération entre le ministère de la Défense et l'Organisation internationale de la police criminelle? Une mission de l'Interpol est à Conakry et a échangé avec les autorités guinéennes sur le partage d'informations dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères. Le point avec adjudant-chef Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères s'intensifie à l'échelle mondiale. Une délégation de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol est reçue par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Au centre des discussions, la mise en place d'une stratégie globale en vue d'une réaction coordonnée des services de sécurité. Le problème de sécurité aujourd'hui, c'est un problème qui interpelle tous les États, tous les pays à travers le monde, compte tenu de la recrudescence, de la violence, du terrorisme et du trafic d'armes dans la sous-région. C'est une rencontre qui a été beaucoup saluée par l'ensemble des cadres et techniciens qui sont impliqués dans le processus de la lutte contre le trafic des armes et la circulation illicite de tout ce qui est lié au crime. Donc nous avons réaffirmé à la délégation de l'Interpol la volonté du gouvernement à vraiment s'impliquer davantage, à soutenir, créer un cadre de concertation pour les échanges de renseignements entre les différentes composantes. Avec 40% du total des armes saisies au cours de la dernière opération d'Interpol en Afrique de l'Ouest, la Guinée est l'un des acteurs clés de la sous-région dans la lutte contre la circulation illicite des armes. Cette rencontre traduit la volonté de l'Organisation internationale de police à renforcer la coopération avec notre pays. Le partage de renseignements, la traçabilité des armes, l'utilisation des bases de données Interpol sont entre autres volets concernés. Créée en 1923 à Vienne en Autriche, l'Organisation internationale de police criminelle regroupe en son sein 192 pays. Elle a pour mission de prévenir et de combattre la criminalité à travers une coopération policière renforcée.
Je vous amène à Kourimali, à la frontière guinéo-malienne, là-bas, et vous allez le voir, plus de 2500 tonnes de semences de riz et maïs sont accordées aux paysans, une initiative du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'institution se fixe pour défi de booster la productivité agricole dans le pays. Le point avec notre envoyé spécial, Diamo Kaba. En provenance du Burkina Faso, les premières semences du riz et du maïs sont arrivées en terre guinéenne. Environ 2585 tonnes sont débarquées ici, à Kourimali, au compte de la campagne agricole 2018-2019. L'initiative soutenue par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest permettra de booster la productivité nationale agricole. La campagne agricole au niveau des différentes régions de la Guinée en fonction de la pluviométrie. Déjà, la campagne a démarré en Guinée forestière, ce qui veut dire que cette année, tous les producteurs des semences seront à destination, toutes les semences dans le cadre de l'appui du WAP seront à destination avant la fin de ce mois pour que les producteurs puissent entrer en possession de leurs semences et pour pouvoir faire les semis à temps avec le problème de changement climatique. Vous avez vu que l'année dernière, il y a eu des déficits pluviométriques au niveau de certaines régions, ce qui a un peu perturbé les rendements au niveau des cultures, au niveau du riz. Nous sommes sûrs que si le bon Dieu nous aide pour qu'une pluie bienfaisante puisse tomber avec la mesure qu'il faut, nous allons faire une très bonne récolte. Mais alors aide-toi, le ciel t'aidera. Donc nous devons nous conseiller de bien protéger la nature afin qu'elle puisse nous apporter ce dont on a besoin pour notre nourriture, pour notre vie. Avec ce projet, toutes les zones de production du pays seront dotées de semences. À Sigiri, par exemple, 120 tonnes de semences du riz et du maïs sont mises à la disposition des producteurs des 12 sous-préfectures de la localité. Cette nouvelle politique de livraison prévoit un décalage du calendrier agricole de la campagne prochaine. Le but, ensemencer à nouveau les zones rizicoles au mois de mai à venir afin d'éviter les perturbations pluviométriques. Nous avons pour cette année un objectif de distribution de semences de 4500 tonnes de semences totalement, en riz, en maïs et en soja. Donc nous avions déjà fait le terrain, nous avions récupéré tous les besoins, en tout cas les objectifs qui sont assignés pour la campagne en termes de culture ont été déterminés par les services du Conseil agricole, mais aussi les autres services de l'agriculture, la DNA et la Chambre nationale d'agriculture. Alors le processus est de faire en sorte que tous les services se mettent ensemble, y compris la Chambre, afin d'assurer une meilleure distribution de semences aux producteurs. En 2017, le taux de recouvrement des redevances issues de la production était très faible. Pour cette année qui s'annonce, plusieurs mesures sont prises par les acteurs. Les ristournes des quantités livrées aux paysans permettront à la Guinée de mettre fin à l'importance des semences d'intégration. Autre ambition du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, accompagner les producteurs dans la vente des produits, mais aussi initier les petits exploitants à l'entrepreneuriat. On termine avec l'opération Coup de balai au marché de Lambagne, une initiative d'un groupe de jeunes du quartier soutenu par une PME locale. La campagne suscite assez d'espoir chez les vendeuses dont les produits sont parfois exposés à même le sol. Moussa Komara nous en dit plus. Faire du marché de Lambagne une pelle, c'est le défi que se fixent ces jeunes. Le capital humain et les moyens logistiques sont mobilisés pour évacuer cette montagne d'ordures placée ici il y a des mois. Bénévoles, ces jeunes sont motivés à assainir cet espace public à l'image du grand marché de Taouya. Assurons de faire notre mieux pour les débarrasser de ces ordures. Et en plus, nous comptons sur eux de nous appuyer et nous encourager à faire notre possible pour les débarrasser de ces ordures. L'opération va durer plusieurs semaines. La plus urgente, c'est la destruction de cette tonne d'immondices blottie à quelques encablures du bureau de l'administration du marché. Les déchets débordent pendant que vendeurs et acheteurs côtoient quotidiennement les ordures. À quelques mois des grandes pluies, l'opération s'annonce déterminante. Une organisation qu'on a mis en place. Comme à Taouya, Lambagne va être la même chose. Nous allons travailler 6 jours sur 7, du lundi au
samedi. Donc on va travailler. Donc le véhicule là est là pour l'Ambagné, comme on l'a fait pour Taouya. Donc les ébouilleurs, à l'heure prévue, ils viennent avec, je crois que c'est à 14h, ça trouverait que le marché est libre. Les femmes sont rentrées, il n'y a plus d'achat, le marché est un peu libre. Donc ça les permet de balayer, mais de collecter les ordures avec des brouettes et venir les mettre dans le camion. Que Dieu aide Togobala dans cette œuvre. Ce n'est pas facile, nous en sommes convaincus. Mais nous gardons l'espoir qu'avec lui, notre marché sera propre. On l'a vu à Taouya. Grâce à son il y a de cela 4 mois que ce centre de négoce du quartier Lambagny n'a pas été assaini. Plusieurs PME se sont relayés sans succès. En l'absence de fonds ou d'assistance financière, le responsable de la PME Togobala entend mener cette opération avec succès. La bonne collaboration des femmes pourrait aider à répondre à toutes les attentes. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadreur Alassane Tambaya Conté, au réalisateur Moussa Komara, Tcherno Maroufba et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Ronchin, Oisem Monter et partout à Lille. Bonsoir.